Amis DQDN, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, pour commencer, comme je vous l'ai souvent dit, ma femme élève des chevaux et elle a besoin souvent de clôture électrique. Et dernièrement, elle a une clôture électrique qui est décédée, on va dire. Bon, là, honnêtement, c'était pas vraiment de sa faute. Enfin bon, en gros, elle a carrément baigné dans l'eau. Et c'est quand même pas fait pour être étanche dans des conditions pareilles. Ce qui fait qu'elle est décédée et malheureusement, je n'ai pas pu la réparer. Alors j'en ai trouvé deux sur Ali. Une en fait qui est la même que celle qui est morte et qui ma foi sinon était plutôt très bien. Hein. Et une nouvelle. Et donc je vais vous les montrer rapidement. Alors la première, ça c'est un nouveau modèle que j'ai vu. Qui est ce modèle là. Voilà. Qui donne... 8 et 12 kV, sachant que, comme je vous l'ai déjà dit sur les clôtures, le plus important, ce n'est pas la tension, mais surtout la puissance en joules. Enfin voilà, alors celle-là, déjà, un avantage qui est sympa, c'est qu'elle a, comme on peut le voir ici, un manuel en français, voilà, qui explique voilà, les différents paramètres. Donc là, il dit qu'il y a une énergie de 3 joules, et puis ensuite, il y a 12 kV. En fait, comme on va le voir, elle a deux sorties possibles selon la puissance de ce qu'on veut faire. Voilà, c'est-à-dire que si on veut l'utiliser, on va ouvrir le sac là. Voilà, si on veut l'utiliser pour des petits animaux, on peut prendre cette sortie-là. Sur des plus gros, celle-ci. Et donc, elle a aussi la particularité d'afficher non seulement la tension de la batterie, l'énergie restante dans la batterie, mais aussi la tension de sortie en kilovolts. Voilà, donc on peut voir ici ce modèle dans ce boîtier. Alors c'est livré avec une alimentation possible sur batterie ou avec cet adaptateur secteur ici. Alors tiens, on va la mettre en route pour voir. Voilà, alors bon, moi je vais l'alimenter avec une alim, ça va nous permettre aussi de voir sa consommation. Donc c'est censé s'alimenter en 12 volts, donc je l'alimente en 12 volts, voilà. Et donc à 12 volts que l'on branche, comme on peut le voir ici, sachant qu'il y a une autre entrée qui était prévue éventuellement pour une télécommande, mais là il n'y a pas d'option. Et voilà. Donc là, comme on peut le voir, elle affiche donc la tension de sortie, donc la tension à vide, et ici donc les impulsions. Sachant qu'on voit ici l'état de la batterie, hein. Alors là on peut voir que ça c'est pas mal justement, parce qu'une batterie bien chargée, normalement voilà, c'est plutôt près de ça, donc on a la tension, et on a visuellement, voilà, là je change la tension, sachant que quand ça va devenir trop bas, bah, éventuellement voilà, on voit qu'elle ne fonctionne plus, ici, et bah, c'est ce qui est normal, hein. Et d'ailleurs je rappelle que c'est pas du tout une bonne idée. Normalement, une batterie qui va descendre voilà, en dessous de 11 volts, il faut normalement tout de suite la recharger. Sinon, elle va se produire ce qu'on appelle du sulfatage, qui est quelque chose de très embêtant et qui les batteries. Alors par contre, donc, au niveau de la consommation, donc là, si on se met, on va dire, ici, bah, c'est quand même assez élevé, ma foi. Là, on peut le voir ici. Vu que c'est en moyenne 200 mA, et ça fait des pics à 500 milli à chaque impulsion. Ça veut dire qu'elle consomme quand même relativement pas mal. C'est vrai que pour une utilisation sur batterie, je ne pense pas qu'elle aura une super autonomie. Maintenant, bah, on paye un petit peu le prix de tous ces beaux afficheurs là. C'est bien gentil, mais ça prend, je veux dire, de l'énergie. C'est un petit peu dommage qu'ils n'aient pas prévu un bouton ou quelque chose de telle façon à mettre en route que si on en a besoin. Parce que c'est vrai que, je veux dire, 9 fois sur 10 dans les champs, on n'en a rien à péter de voir ces informations-là. Alors qu'elle consomme quand même de l'énergie. Enfin bon, voilà déjà pour ce modèle. Alors, et l'autre modèle, là, qui est exact le remplacement de celle qui est Prio, on va dire. Voilà, c'est celle-ci, là. Qui, elle, est beaucoup plus simple et on peut voir aussi plus petite. Avec toujours ici la prise d'alimentation, les deux sorties. Elle affiche la tension, mais pas la haute tension. Et pareil, elle est livrée avec ce câble pour batterie et ce petit adaptateur pour la faire marcher sur le secteur. Donc là, on va aussi la regarder. Et là, voilà, ça marche mieux. Alors celle-là, l'avantage, quand même, c'est qu'elle consomme beaucoup moins. Et qu'on peut voir qu'elle consomme 100 milli, on va dire, au repos, avec des pointes à chaque impulsion, des pointes à 350 mA.
Donc celle-là consomme quand même nettement moins et aura donc une durée supérieure. Bon, si on les alimente sur secteur, c'est pas très grave, mais si on les alimente sur batterie, c'est mieux. Donc celle-là, c'est celle qui était morte et ma femme l'a utilisée pendant longtemps et elle en était très très contente. Alors, dans tous les cas, que ce soit celle-ci ou l'autre, on a quand même intérêt à faire, on va dire, de la prévention. C'est ce que je vais faire. La prévention, ça consiste à faire quoi? Comme on va le voir ici, mettre des scotch éventuellement pour éviter que l'humidité rentre ici dans les trous, et aussi le long là. Et de toute façon, on a quand même intérêt à les mettre relativement à l'abri. Si on les laisse dehors, bon, c'est toujours comme tout, hein, ça va pas durer longtemps. Donc je vais faire ces petites améliorations, je vais vous montrer ça. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait grand chose, mais j'ai fait quelque chose qui, par expérience, je sais, est très efficace. À savoir, j'ai pris du Kapton, comme ça, hein, je vous l'avez déjà montré, et comme on peut le voir, ici, j'ai bouché les deux trous ici des vis, et j'ai fait tout le tour, voilà, en Kapton, là, de l'interstice ici. Alors, il faut reconnaître que à l'intérieur, quand on la démonte, on voit qu'il y a bien un joint qui a été mis, mais ce joint, par expérience, il n'est pas complètement efficace. Et j'ai fait exactement la même chose pour ce modèle. En même temps, il y avait ici un trou que j'ai bouché avec de la résine UV, hein, très efficace. D'ailleurs, je me suis aperçu, enfin je le savais déjà, mais là, ce coup-ci, elle a énormément chauffé en polymérisant. Donc à tel point qu'à un moment il y avait de la fumée qui sortait, il faut faire attention. Bon, enfin bon, c'est normal qu'en polymérisant ça fume. Et donc là, pareil, on voit que j'ai fait ça. Alors on peut se dire, c'est pas grand chose, c'est pas grand chose, mais je peux vous dire, par expérience, c'est quelque chose qui change beaucoup. Et ça évitera qu'il y ait des infiltrations d'eau. De toute façon, il faut savoir que dès qu'on met comme ça des trucs dehors, surtout dans les champs, le moindre petit trou, le moindre interstice, vous pouvez être sûr qu'il y aura dedans des araignées, de l'humidité ou n'importe quoi, ça rentre partout. Donc voilà, bon, maintenant qu'elles sont revues, je vais pouvoir les redonner à mon épouse, qui va pouvoir aller mettre ça dans le champ. Sachant que celle-là, il faut quand même que je lui dise que quand même elle consomme pas mal, je trouve. Il faudrait qu'elle la privilégie plutôt pour une utilisation sur secteur. Alors voilà une autre trouvaille que j'ai eue, qui m'a paru intéressante, qui arrive peut-être un petit peu tard dans la saison, mais qui pourra quand même le servir. Alors qu'est-ce que c'est? C'est du câble chauffant. D'ailleurs, si on regarde ce qui est marqué dessus, voilà, on voit que c'est noté que ça s'alimente 220 à 240 volts, que ça fait 20 watts par mètre, que, à 10 degrés, parce que la puissance va un peu changer avec la température, hein, que ça peut monter au maximum à 65 degrés, et qu'il ne faut pas le mettre en dessous de moins 40 degrés. Bon, ici on vendait moins 40, on n'a jamais vu ça. Alors, pourquoi j'ai acheté ça? Je vous avais montré que j'ai une pompe dehors, une pompe à gros débit, et c'est toujours gênant quand on a une pompe dehors, on a quand même le risque éventuellement de l'avoir gelée, et si elle gèle, elle peut éclater, et ça serait un petit peu dommage. Alors j'ai beau la protéger en mettant des trucs dessus, je reste persuadé que s'il fait vraiment très froid, ça ne sera pas suffisant. Donc là, l'idée, c'est que de l'entourer d'un câble comme ça, ça devrait garder une température suffisante pour l'empêcher de geler. Et donc, j'ai acheté ce câble-là, sachant que je vais sans doute y fabriquer un petit boîtier pour que ça se mette en route que quand les températures seront en dessous de zéro, parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Alors bon, je pense pas que ça me servira cette année, parce que là, le temps n'a pas l'air de vouloir faire des grosses gelées, mais je serai quand même plus tranquille quand j'aurai ça, au moins pour l'hiver prochain. C'est livré comme ça avec ce bout de Ken Thermo, ici, c'est deux petites férules qui vont permettre, je suppose, en dénudant le fil ici, de venir se clipser dessus. Je rappelle que ce genre de fil, c'est un petit peu comme le fil des chauffants des grille-pains et tout ça. Généralement, ça se soude pas. C'est pour ça qu'il faut mieux le sertir. Bon, enfin bon, ça c'est pas un problème en soi, même si les férules me paraissent un petit peu grosses. Enfin, voilà. Bon, comme je suis un mec curieux, j'ai voulu essayer, et je dois dire que c'est, ma foi, pas du tout évident de faire la connexion. D'ailleurs, je me suis blessé en le faisant. C'est un câble, pour info, qui est assez rigide et qui ne supporte pas d'être trop plié. La première chose que j'ai faite, c'était de couper avec un cutter l'enveloppe extérieure qui, comme on peut le voir, est en plastique très rigide, noir, là, comme ça.
Et je me suis dit, tiens, bah, je vais bouger comme ça. Et d'avoir fait ça, ça a tout de suite, instantanément, cassé les fils qui est dedans. Donc c'est pas la bonne stratégie. Ensuite, j'ai essayé. Donc l'idée, c'est quoi? Bah, c'est de fendre déjà cette première gaine là, ce qui va permettre de l'enlever. Et derrière, on se trouve sur ce truc comme ça, verdâtre là. Et après, l'idée, bah, c'est de les fendre, les deux, comme ça, de façon à les écarter un petit peu, mais pas trop, parce que sinon ça casse. Hein, faut vraiment qu'ils restent dans l'axe. Et derrière, bah, réussir à les dénuder pour mettre à nu le fil ici, qu'il faut ensuite sertir. Alors, pour info, les férules qui donnent ici, elles sont beaucoup trop épaisses. Alors, je sais pas avec quoi faut sertir ça, mais une presse ou un truc. Là, moi, j'ai une pince. Alors, justement, ça tombe bien, parce que ce que je voulais montrer dans ce QDN, c'est ma nouvelle pince ici à sertir, hein, que j'ai pris, parce que bah, l'autre est parti dans le mécalab. Et surtout, il y en a de plusieurs sortes. Il y en a qui ont 4 mâchoires, et d'autres, comme celle-ci, qui en ont 6. Et je trouve que ça, éventuellement, c'est mieux. Ces pinces-là, c'est plutôt bien pour faire justement du sertissage, hein, sachant qu'on peut régler la force du sertissage en tournant ici la molette. Ça a l'inconvénient, c'est que bah, faut passer le fil dedans. Donc si on veut faire ça sur un très long fil, c'est pas forcément pratique, mais très souvent on met des embouts au bout. Alors quel genre d'embout on met? Bah, très souvent ces fameux embouts de câblage là que je vous ai montré. Et donc bah, pour faire ça, alors, on va mettre ça sur cette chute pour faire un essai. Voilà. Hein. Pour info, des embouts comme ça, on en trouve aussi chez Action à un prix intéressant. Et voilà, on clipse comme ça, et voilà, on voit que ça serre autour, et ma foi, ça tient bien. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai mis 2 fils, donc silicone, que j'ai réussi, donc avec le système que je vous ai présenté là, à mettre là, puis j'ai pris des gaines thermo qui donnaient, voilà, de façon à faire une bonne connexion, ce qui fait que maintenant que j'ai des fils comme ça en silicone, bah, ça sera beaucoup plus facile pour brancher quoi que ce soit dessus. Et donc, on fait ça. Alors, là, pour info, j'en ai acheté, je sais plus, 5 mètres, je crois. C'est peut-être pas dit que j'en ai besoin de si long, mais derrière, ce truc-là, ça se coupe où on veut, à la longueur qu'on veut. Sachant que, enfin, il y a quand même une longueur minimum, à mon avis, pour que ça marche, parce que de temps en temps, il doit y avoir des traversées dessus. Mais voilà, il parle pas trop de la longueur minimum. Mais voilà. Donc là, par exemple, on met un embout comme ça. Voilà, on vient se positionner ici. On serre. Là, on voit que ça fait des très très beaux sertissages et qui sont relativement ronds parce que avec les 4 morts, ça fait des sertissages carrés. Bon, après, et celle-là en plus, je trouve qu'elle est bien parce qu'apparemment elle serre bien. Celle que j'avais avant, elle serrait moins bien. Donc, et ben voilà. Toc. Ok. Et donc ben là, par exemple, je vais faire un essai. Justement, on va brancher ça sur le secteur. Et je vais regarder comment ça chauffe. Allons-y. Bon bah voilà, j'ai branché. En effet, ça chauffe bien. Hein, d'ailleurs, bon, on tient la main dessus, mais ça chauffe pas mal. D'ailleurs, on peut voir très bien ici, voilà, avec la caméra infrarouge, voilà, qui nous affiche une température de 65 degrés, ce qui est marqué dessus. Hein. Donc a priori, c'est plutôt bon. Ça chauffe très bien. Et ça sera en effet largement suffisant pour mettre hors gel la pompe. Donc si j'y adjoins un petit système de thermostat, ça fera tout à fait le job. Hein. L'idée, c'est vraiment pas de chauffer trop fort, hein. C'est juste de garder hors gel. Alors maintenant, voyons quelques parties électroniques. Lors du dernier QDN, je vous avais montré un testeur de câble USB. Et ce testeur de câble, il était bien, mais c'est vrai qu'il était un peu limité. Et sur le conseil de certains internautes, ils m'en ont indiqué un autre, et celui-ci qui est beaucoup plus complet, et qui a aussi l'avantage de pouvoir être alimenté par une petite pile, ce qui fait que on peut choisir en fait, soit on l'alimente de façon externe par ici, soit par cette pile, ce qui le rend autonome, ce qui est pas mal. Et on voit ici toutes les broches d'un connecteur USB-C, et derrière on peut donc faire différents tests. Par exemple, si je prends ce petit cordon là, donc je vais le mettre ici, c'est de l'USB A, on va dire ici, voilà, et dans l'USB-C, donc qui se trouve ici. Bah, on voit tout de suite une chose qui est intéressante, c'est qu'il n'y a que les alimentations qui sont connectées. Il n'y a pas les données. Donc si je voulais utiliser ça pour transférer des données, par exemple, bah, ça ne marcherait pas.
Voilà. Par contre, on voit que c'est bien câblé de façon symétrique. Deuxième exemple, par exemple, toujours ce câble-là. Voilà. Là, on peut voir que celui-ci, il a bien les données. Et si on inverse le câble, on voit que les données sont de l'autre côté. Mais généralement, comme c'est connecté des deux côtés, ça fonctionne. On voit aussi que le blindage ici est connecté. On le voit ici, Shield. Voilà, dernier exemple, par exemple, là, avec un câble USB, micro USB, voilà, donc qu'on peut brancher ici. Et là, on voit bien qu'il y a les données aussi. Enfin voilà, donc c'est un testeur qui est très complet. Et on voit que il a tous les styles ici en source. Donc on peut utiliser l'USB-A, l'USB-C. Et en destination, on a micro USB, Apple, mini USB. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Et ici de l'USB-C et ici de l'USB-B. Donc voilà, c'est vraiment très très complet. Et ma foi, bon, c'est vrai qu'il coûte un peu plus cher, mais je ne regrette pas, il est vraiment pratique. Alors maintenant, j'ai acheté pas mal de trucs pour m'équiper un peu plus dans tout ce qui est Arduino, Raspberry Pi, ainsi de suite. Donc là, déjà, j'ai repris ces câbles. Alors, c'est vrai qu'on peut les sortir soi-même, mais c'est un petit peu galère. Et là, j'ai trouvé des câbles de différentes longueurs et qui ont un avantage, c'est qu'ils sont en câble silicone très souple. Et honnêtement, je vous les conseille, hein, c'est pas plus que ça coûte. Parce qu'il faut dire ce qui est, les câbles d'habitude qu'ils mettent, ils sont des câbles en PVC, c'est vraiment de la merde. Donc là, je m'en suis pris différents sets. Et j'ai pris principalement des femelles-femelles, mais ça existe en mâle-mâle, mâle-femelle, enfin exactement toutes les combinaisons. Et on peut voir, voilà, c'est du fil très très souple. Voilà, et de bien meilleure qualité. Donc ici, là, avec ça, c'est pour mettre, comme je vous l'ai déjà dit, hein, comme maintenant je développe pas mal dans mon bureau, ça c'est pour mettre ici dans mon bureau. Et justement, en parlant de ça, je vous avais déjà parlé lors de mon live, on connaît tous ce qu'ils appellent ces headers, là, qui sont des broches au pas de 54, mais les trois quarts qu'on trouve, elles sont comme ça. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, elles ont un côté court ici et un côté long, ce qui permet typiquement de les souder sur des cartes PCB et de venir se brocher dessus. Mais quand on utilise des breadboards, par exemple, ça marche pas ça. Parce que si on met ça dans la breadboard, on n'a plus assez long pour mettre un câble Dupont ici. Et si on la met dans l'autre sens, c'est pas assez long. Et donc après bien de recherches, parce que finalement c'est pas facile à trouver, j'ai enfin trouvé le fournisseur qui en fait des symétriques. On peut voir que c'est la même taille des deux côtés. Et ça c'est vraiment top, parce que ça permet de brancher ça sur des breadboards. C'est pour ça que derrière mes câbles j'ai pris que des femelles, parce qu'avec ça je peux facilement m'y adapter. Et ça peut aussi faire une sorte de changeur de genre quelque part, hein. Si on a deux câbles femelles, on peut les connecter ensemble. Donc ça c'est vraiment bien, et honnêtement j'ai mis beaucoup de temps à trouver le fournisseur qui faisait ça. Donc bien sûr je vous mettrai en lien, et j'en ai pris un petit stock là, exprès. Alors en vrac, j'ai trouvé ces trucs là. En Arduino, j'utilise beaucoup des Arduino Nano. Et pareil, là, pour faire des fois des essais vite fait sur le gaz, j'ai pris ça et voilà, on voit que là, c'est que des headers mâles, mais ça me permet facilement de les connecter à différents périphériques pour faire des tests. Alors j'ai trouvé ça, alors ça c'est vachement bien. Je vous avais montré ici dans un QDN un petit adaptateur USB, et on pouvait y voir ces petits trimmers, mais qui au lieu d'avoir la petite vis habituelle, ont, comme on peut le voir ici, cette molette qui permet de les régler à la main, sans tournevis, sans rien. Et j'ai trouvé le concept intéressant, donc je me suis pris sur les valeurs les plus intéressantes, là, tout un lot de valeurs, comme ça j'en aurai d'avance. Alors ça c'est pareil, ça c'est du câble qui est aussi assez de bonne qualité, qui est relativement souple, c'est pas vraiment du silicone mais il est assez souple. Alors c'est du câble qui est normalement utilisé pour les servomoteurs de radiocommande, mais on peut s'en servir pour ce qu'on veut. Et là j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, il y en a 5 mètres, et on voit que c'est quand même du diamètre qui peut passer relativement quand même un peu de courant. Donc j'ai pris ça. Alors j'ai pris ce truc, et j'en suis moyennement content.
c'est un LNA, hein, ça veut dire Low Noise Amplifier, c'est un amplificateur HF qui annonce une bande passante de 100 kHz à 6 GHz. Alors je l'ai mesuré la bande passante, alors c'est vrai quelque part, mais c'est pas, je veux dire, le gain change relativement de façon importante avec la fréquence, mais enfin bon, ça c'est ce qui est donné. Et voilà, donc on a ici l'entrée, la sortie, et ça, je ferai peut-être un jour une vidéo pour montrer ça. Et toujours en HF, alors j'ai pris ça, alors ça par contre je ne suis pas content du tout. C'est soi-disant wattmètre HF, hein, avec différentes gammes ici de fréquences, voilà, qui s'alimentent en USB-C justement, mais il n'est pas bon du tout. Alors on peut pourtant l'étalonner un petit peu, mais je veux dire quand on l'étalonne, bah, il marche pour une fréquence donnée, mais dès que la fréquence change, il dit vraiment des conneries. Donc, bon, tout pareil, je ferai peut-être un jour une vidéo, mais... voilà, c'est pareil, hein, il est censé aller de 100 kHz à 7,1 GHz et mesurer de moins 55 dBm à 5 dBm. Enfin bon, il mesure de façon très fausse et surtout quand la puissance augmente, il a une énorme erreur. Donc honnêtement, je suis assez déçu. C'est des supports de circuit intégré, hein, pareil. Là, j'en consomme pas mal. Et là, ils étaient pas chers en plus, ceux-là. Donc, je rappelle que moi, j'utilise que ces supports dits Tulip, là. Sont vraiment très bien. Donc ça c'est des supports pour les circuits vibroche. Ici on peut voir ce petit module récepteur GPS. Bon, j'ai un projet, ça je vous en parlerai. Je rappelle, hein, il y a l'antenne GPS, ce petit module GPS qui envoie sur le port série en permanence donc les données qu'il reçoit. Donc les satellites qu'il reçoit, l'heure, la localisation, enfin bon. Toutes les données qu'on peut avoir d'un GPS. Alors ça, en fait, c'est un peu une erreur. Quand j'ai voulu réparer ma station météo, j'ai cru au début que ça pourrait être ces capteurs-là, qui s'appellent les HT25, HT21. Et en fait, non. Mais c'est des capteurs d'humidité et de température, qui, ma foi, sont pas mal, et je pourrais sans doute les utiliser dans d'autres projets. Alors toujours dans les projets Arduino, là j'ai repris, parce que j'en avais pratiquement plus, ces petits écrans là, je vous les ai déjà montrés, hein, c'est des écrans très classiques. Hein, il y a des écrans carrés, il y a des écrans, c'est des écrans OLED, monocolores ou bicolores. Et ceux-là, là, je vous avais montré ça par exemple dans mon petit fréquence mètre que j'avais fait basé sur Arduino. Donc ça se pilote très bien en I2C. Et c'est très bien pour faire des petits affichages. Ça, c'est pareil, c'est pour un projet sur lequel je travaille, que je vous présenterai, un projet assez important, ma foi. Hein. Et alors ça, c'est des convertisseurs digitaux analogiques 12 bits, qui permettent donc de générer des tensions continues. Donc ça, je vous montrerai ça. Ceux-là sont monocanaux. J'en ai commandé d'autres que je vous montrerai dans le prochain QDN, qui sont 4 voies. Pareil, toujours pour ça c'est pour un autre projet que j'ai aussi, c'est des lecteurs de cartes SD, des cartes micro SD. Voilà, donc on trouve des tas de librairies pour les utiliser. Bon, je ne les sors pas de leur sac statique, mais on les voit bien ici. Donc on met la carte micro SD. On voit ici un adaptateur de niveau qui permet de les piloter en 3,3 volts ou en 5 volts et qui permettent donc avec ces librairies de lire et écrire les cartes micro SD, donc de grosses capacités. Alors, pareil, hein, j'utilise des Arduino, mais maintenant je trouve beaucoup d'avantages à utiliser aussi des Raspberry Pi Pico, comme on peut voir ici. Hein, donc c'est sur des processeurs RP 2040 qui sont très très puissants. Et il y a la version, on va dire, mini de ça, qui est un peu la même que celle-là, mais il y a moins d'entrées-sorties, et qui sont les 0. Et moi je les utilise avec l'IDE Arduino, et je peux faire beaucoup de choses avec. Et c'est très puissant, il y a deux cœurs à l'intérieur. Enfin bon, je vous montrerai sans doute ça plus en détail. Et après bien du mal, mais j'ai réussi à faire fonctionner avec. Je voulais vous les montrer, mais il a dû rester dans mon bureau. Enfin, c'est des écrans qui permettent pas mal d'affichage. Hein. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'ai montré des photos de cette réalisation. Et justement, mon projet, là, que je vous montrerai, utilise une carte comme ça et justement ce genre d'écran. Donc, je vous montrerai ça en détail. Alors ça, c'est bon, c'est pas terrible, ils ne donnent pas ça dans des sachets antistatiques. C'est les fameux registres à décalage 74 HC595. Hein, j'ai déjà utilisé dans des projets qui permettent d'étendre éventuellement des fois les entrées-sorties.
Ensuite, j'ai aussi trouvé des breadboards justement pour utiliser dans mon bureau. Donc là, il y en avait tout un lot de petites breadboards comme ça, standard, marche très bien. Celles-ci sont plus grandes. Et ma foi, fonctionne aussi très bien. Là-dessus, on en trouve pléthore. Il n'y a rien à dire. Ici, j'ai aussi trouvé ces petites ferrites là. J'en ai trouvé chez 2 fournisseurs différents. Et ça, je rappelle qu'on peut les clipper sur des fils, des liaisons pour réduire les parasites. L'avantage là, c'est que ça peut s'ouvrir et on vient les clipper dessus. Donc ça existe en différents diamètres. Je ferai peut-être un jour une vidéo justement qui montre de façon mesurée avec un analyseur de spectre l'influence de ces petits trucs. Mais moi, ça m'a souvent bien amélioré certains systèmes. Et pour finir, last but not least, comme disent nos amis anglais, ce lot de petits néons. Alors c'est pareil, je rappelle que les néons, ça peut servir d'indicateur haute tension, ça peut servir d'oscillateur, ça peut servir de pas mal de trucs. Voilà, c'est des petits néons. Ils s'alimentent, je rappelle qu'ils s'allument généralement à partir de 60 volts environ, et que si on veut les mettre sur secteur par exemple, il faut brancher une résistance de 100 kΩ à peu près en série avec. Ça, c'était quoi? C'est un petit lecteur de CD DVD extérieur. Attention, il ne lit pas les Blu-ray. Et qui se branche donc sur USB et permet donc de lire, voire peut-être même d'écrire, je ne sais pas. Au moins de lire, c'est ça qui m'intéresse, les DVD. Voilà, donc ça se passe comme ça. Il n'y a pas grand-chose à y dire. Voilà, et on voit que c'est un truc extra place, c'est le genre de truc qu'on retrouvait dans les portables. Alors je l'ai essayé, ça marche très bien. Il me pose un driver, j'ai branché directement sur un PC Windows 11, il a été reconnu et m'a permis de lire. Je rappelle que les PC modernes souvent ne sont plus équipés par défaut, on va dire, de lecteur de CD. Et alors c'est vrai que j'utilise relativement peu, mais j'ai quand même des fois des documents, des backups et tout qui sont dessus. Et donc sur tous mes nouveaux PC où j'ai plus de lecteur de CD, ça me permet éventuellement de les lire. Donc ça coûte pas cher, ça a l'air de bien fonctionner. J'ai pris ici ce petit chargeur. Donc ça c'est un chargeur pour les batteries standards. Et ça permet donc d'être alimenté en USB. Tu sais, ça fonctionne bien. J'en avais un, mais il marchait sur secteur. Celui-là permet de marcher en USB. Alors, tiens, c'est toujours pour ma femme et ses coutures. J'ai beau lui changer ses pinces, je vous l'ai déjà montré. Alors j'ai trouvé ces pinces là, les pinces de batterie, peut-être qu'elles tiendront mieux dans le temps, parce que bon, elles auront de l'oxydation, mais elles ont ce système là de grippe qui paraît pas mal. Donc j'ose espérer que ça durera un peu plus longtemps. C'est incroyable que je peux les changer souvent. Alors ça c'est une merde. Eh ouais, des fois on tombe sur des merdes. Alors ça c'est typiquement une merde. Mais alors j'ai déjà vu de la merde mais à ce point-là. C'est quoi? C'est ce qu'ils appellent un monoculaire, une sorte de demi-jumelle on va dire, qui est censé grossir et qui grossit rien du tout. Donc en fait, voilà, on est censé regarder ici et on peut même régler, je ne sais pas trop ce qu'on règle en fait, la mise au point, mais honnêtement, ils disent x25, x25 quoi, je sais pas. Mais voilà, bon, honnêtement, ça coûte pas cher. Je voulais avoir ça en me disant, tiens, quand je prenais mon chien, tout, j'aurais ça dans la poche, si je vois un truc. Mais en fait, ça grossit que dalle, quoi. Donc, je sais pas ce que je vais en faire. C'est bête, parce que comme ça, il a l'air bien, je veux dire, le plastique est agréable. Je dirais même, quand on le regarde comme ça va être un truc de qualité, tant qu'on ne regarde pas dedans, quoi. Bon, voilà, je sais pas ça. Je vous le montre, parce que... je pense que c'est intéressant de partager quand on trouve des bons plans, mais aussi quand on trouve des mauvais plans. Et voilà. Alors ça, c'était un très bon plan, tellement bon plan que j'en ai racheté un. Je vous avais montré ça dans un QDN, et j'en ai racheté un pour le Mecalab. C'est quoi? C'est un truc pour ébavurer les tuyaux, les tubes, tout ce qui est creux, on va dire, et aussi bien de façon interne que de façon externe. Alors ça marche pour tout ce qui est PVC et tout, et honnêtement c'est vraiment génial ce truc. Depuis que je l'ai, j'ai souvent utilisé, donc je me suis dit j'en aurai un là, et un autre dans le Mecalab. Alors toujours mon épouse avec son tracteur qui a eu des tas de problèmes parce que sa prise de remorque, qui est une prise de 7 broches standard,
était HS. Et donc j'en ai retrouvé en aluminium là. Bon, qui sont pas mal. Enfin, quand on voit le prix. Et donc j'en ai pris 2 mâles et donc j'en avais acheté. En fait, c'est des lots mâle-femelle. J'en avais acheté 2, mais là, j'ai changé sur le tracteur l'ancienne qui était toute pourrie. Et donc j'ai acheté ça pour en avoir aussi un petit peu d'avance. Et en parlant de ça, j'avais fabriqué, je vous avais montré ça dans une vidéo, un testeur, mais j'ai trouvé celui-là qui est vraiment bien. Justement pour tester les prises de remorque. Ça, parce qu'il a l'avantage, c'est qu'il teste aussi bien côté voiture, on va dire, que côté remorque. Donc en gros, ici, c'est le côté voiture. Donc là, il n'y a pas besoin de mettre des piles ni rien. Quand on le met dedans, ça s'allume en fonction des différents clignotants, et ainsi de suite. Donc ça permet de le voir. Mais si on met des piles à l'intérieur, enfin c'est une pile 9 volts qu'on peut mettre ici à l'intérieur, on peut tester la remorque. Alors, attention, la pile 9 volts ne va pas allumer les feux de la remorque, mais ça teste la résistance. Sachant que les ampoules, elles ont une résistance très faible s'il y a un problème. Et dans ce cas-là, il faut appuyer ici sur le bouton. Voilà. Et là, pour le coup, on peut aussi tester donc côté remorque. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment pas bête. Donc, c'est pas que ça coûte aussi. Je vous le conseille. Pareil, j'ai repris aussi un truc comme ça. Ça, c'est un truc qui existe depuis longtemps, qui existe à plein de prix différents. Ce truc-là, je l'ai vu, une fois je l'ai vu à plus de 25 €, quoi. Des fois, on le trouve à 2 €. Enfin, on le trouve un peu à tous les prix. C'est un truc pour magnétiser ou démagnétiser les tournevis ou les outils. C'est très simple, hein. Pour les magnétiser, on fait comme ça dedans, hein, voilà, comme ça. Et si on fait comme ça, on le démagnétise. Ça marche très bien, hein. Et là, c'est pareil, il y a un endroit où j'en voulais un, je n'en avais pas. Ce qui, maintenant, sera plus le cas. Comme d'hab, hein, vous connaissez ma folie des étiquettes, et j'en consomme beaucoup. Et là, j'en ai repris, hein, ça c'est pour ma petite étiqueteuse de browser. Donc c'est des clones, mais qui marchent très bien. Donc. Alors ça, c'est, je vous avais montré hein, dernièrement dans une vidéo que j'avais fait un adaptateur là, pour mes prises, pour mon poste de soudure par point. Et donc j'avais acheté hein, ces connecteurs là, qui sont normalement pour les postes à souder, qui permettent de faire des connexions et des courants très forts. Et donc j'avais repris ça. Alors ça c'est très pratique, c'est pour piloter des douilles standard quart de pouce. Et je ne peux pas l'ouvrir, voilà. Donc on peut regarder que c'est fait ici sous forme de système d'entraînement et on peut voir que c'est un cliquet. Mais c'est quoi? C'est un cliquet donc réversible, hein. On peut changer ici visser ou dévisser et ça existe avec les 3 modes. Voilà, hein, on va dire les 3 embouts standards. Et on a tous vu des fois qu'on a des fois des endroits où on n'a pas la place d'avoir une clé. Et là, ça va permettre de le faire très très facilement. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne idée, ça. Alors, en parlant de douilles, j'ai pris ici ce jeu de douilles. Voilà. Qui sont pour des écrous Torx, comme on peut voir. On rencontre des fois, et c'est vrai que ça j'avais pas. Donc là, ça va de 4 à 24. Voilà, cette boîte là. D'ailleurs, j'en ai aussi pris des petits comme ça. Là, ça c'est pour mettre dans une autre boîte que j'ai. Voilà. C'est pareil, c'est les mêmes, hein, pour des diamètres plus petits. Alors, bon, c'est rare, mais des fois on trouve maintenant ces trucs, des vis ou des écrous Torx comme ça. Alors, toujours dans les douilles. Là, ça c'est pareil, c'est pour mettre au mur de mon Mécalab. J'en ai ici, mais j'en ai pas là-bas. Alors c'est pareil, c'est des clés à douille standard, mais qui sont longues. Et c'est vrai que des fois c'est très pratique ça, parce que on a des écrous qui sont sur des tiges assez longues. Et donc là j'ai pris tout le jeu. Et je vous montrerai, je vous avais même montré ça dans un QDN, j'ai des trucs là, pour les mettre au mur. Comme ça je les directement. Ah, 2 petits tournevis sympas. Celui-là, c'est un petit tournevis à cliquer boule, pareil. Hein. C'est pratique des fois ces petits trucs-là, parce que quand on n'a pas la place, voilà, et donc il est réversible et extensible. C'est-à-dire on peut régler sa longueur comme ça. Et d'un côté on a plat, de l'autre côté on a cruciforme. Donc ça c'est vraiment pratique. Et c'est pareil, ça c'est pour mettre aussi dans mon bureau. C'est un peu le même concept, mais sans cliquer.
Mais par contre petit, j'ai celui-là qui est grand et j'ai celui-là qui est le même, donc avec cruciforme et plat. Très pratique ces petits outils. Pareil, alors ça, mine de rien, pourquoi j'ai pris ça? Bah, c'est pour mettre dans mon bureau. Quand on a une breadboard, des fois c'est très chiant d'aller enficher les fils. Et avec une pince à long bec comme ça, on peut les choper et très facilement aller mettre les composants et bien les enfoncer dans les trous. Donc voilà, c'est ça. Puis il y a un ressort. Elle est bien cette petite pince là, elle est sympa. Alors, des forêts un peu spéciaux parce que ils sont très longs. Voilà, alors ceux-là sont très très longs vu qu'ils font 25 mm de long et même plus grands, hein. Et ceux-là ils font 25. Et donc c'est un assortiment de ferros de forêt à métaux, donc de différents diamètres, donc en 250. Ceux-là sont 200 et ceux-là sont en petits, alors ça c'est diamètre plus petit. Donc, alors pourquoi c'est intéressant d'avoir des forêts comme ça? Bah, pour deux choses. Soit des fois, si on veut faire des trous très profonds, ça peut arriver, mais des fois aussi, ça permet de faire un trou à un endroit qui n'est pas accessible directement, et le fait qu'il soit long, on peut aller faire un trou au fond d'une boîte, par exemple, ou au fond d'un truc comme ça. Donc ça, je pense que c'est vraiment intéressant dans certains cas d'avoir ce genre de forêt. Bon, ça, c'est un grand classique, hein, j'en ai repris une. C'est une pierre aiguisée avec deux grains différents. On peut mettre de l'eau ou de l'huile dessus. Généralement, moi je mets de l'eau. Et ça va permettre donc de faire des super affûtages. On peut par exemple affûter avec ces ciseaux à bois. Donc là j'ai pris ce set de ciseaux à bois qui existe en 4 tailles. C'est pareil, c'est pour mettre dans le Mecha-Lab. Ça sert toujours. Alors ici, l'autre fois, je vous avais montré que j'avais fait pas mal de stocks de petites visseries. Ça m'arrive d'utiliser du très petit, hein, du M1, 1.4 et tout. Et je me rappelle que j'avais plus qu'un seul tarot M1.4. Et je rappelle que ces petits tarots, ça casse comme du verre. En avoir quelques-uns d'avance, c'est toujours un bon plan. Et donc là, j'en ai repris un petit set. Et j'ai pris aussi, quand j'y étais, j'ai trouvé là ce set aussi de toutes les petites tailles là. Donc ça c'est pour quand je fais des travaux très précis. Là on peut voir le set de petites limes diamantées là par deux. Ça c'est pour limer justement les électrodes de mon poste par point, comme ça c'est pas épais et ça permet de les refaire. Là pareil, c'est pour aller dans le Mecha-Lab, c'est pour fraiser certains trous. Pareil, toujours dans le Mecha-Lab, ça c'est très pratique aussi. C'est des clés qui sont pas épaisses. Et, des fois c'est très intéressant d'avoir ce genre de clés qui sont, comme on peut le voir, beaucoup moins épaisses que les clés. Alors j'en avais qui étaient en tôle, mais elles sont pas du tout épaisses, mais elles sont pas du tout solides. Celles-là sont quand même plus costauds. Pour enlever des fois certains boulons ou écrous très chiants, ça peut vraiment être pratique. Je l'avais déjà montré, mais j'en ai retrouvé d'autres. Là, c'est des petites crémaillères comme ça. Ça c'est pour un projet que j'ai. C'est pas mon projet le plus urgent, mais tant que je suis tombé dessus, je l'ai pris. Et pour terminer ce QDN, nous allons avoir ce petit set là, c'est des petites planchettes de bois. Et c'est pour aller avec ma découpeuse laser, je vous l'ai déjà montré. C'est pas un truc urgent, mais on fera ça quand je le ferai. Donc je suis revenu dans mon bureau. J'ai aussi trouvé ces trucs-là. En fait, c'est un set de petits godets qu'on peut attacher les uns aux autres. On a différentes tailles. Et l'idée, c'était quoi? C'était, comme on peut voir, de mettre un petit peu d'ordre. Comme j'ai dit, maintenant, souvent, je développe des trucs ici sur Arduino et tout. Et c'est un peu le bordel dans ce tiroir. Donc là, le fait de pouvoir avoir comme ça des boîtes, ça permet de s'organiser un petit peu mieux et que ce soit pas trop le bordel. Et bien voilà pour ce 118e QDN qui est encore bien long. Là, je vois qu'il fait 39 minutes. Et oui, 118 QDN. Pour ceux des fois qui me demandent c'est quoi l'intérêt de ça, je vous mettrai en lien aussi une vidéo que j'ai fait justement, qui fait un peu moins sur les QDN. Et en ces temps où on commence à voir qu'il y a potentiellement des menaces sur l'approvisionnement, je me dis que d'avoir fait un peu de stock, ça peut éventuellement pas être négatif. Donc voilà, donc c'est bien long. Pour info, j'ai même perdu un bout de ce QDN, je sais pas, il y a dû y avoir une mauvaise manip. Enfin bon, je vous présentais juste 2-3 petits trucs de visserie
Je mettrai, comme d'habitude, de toute façon, les liens où j'ai trouvé tous ces objets en commentaire, si ça vous intéresse. Et comme d'habitude aussi, hein, comme je le dis, ces liens, c'est juste pour information. À vous de chercher, de faire éventuellement jouer la concurrence s'il y a des objets qui vous intéressent. Tiens, Caroline, ça va, Caroline? Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de faire un régime? Ah ouais, c'est bien, et alors? Eh ben, tu as deux petites voix qui parlent dans ta tête. Ah ouais, quand tu vois un bout de chocolat, tu as une petite voix qui dit tu devrais le manger. Et qu'est-ce que dit l'autre voix? Elle dit, t'as entendu? Faut que tu le manges. Ah bon, en effet, là, t'es pas aidé. Bon, allez là-dessus, bah, faites de bons achats et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.